Salut les joueurs! Il y a un thème que l'on voit pas forcément souvent dans le jeu de rôle. C'est bien étrange d'ailleurs parce qu'il peut être très inspirant. Oh, encore que si, je peux vous citer Bitume par exemple, je peux vous citer Vermine 2047. Eh bien, c'est le thème donc des jeux de rôle post-apocalyptiques. Post-apocalyptique, j'ai sorti, exhumé devrais-je dire, un jeu de rôle datant de 2002 de Stéphane Chapuis. Il s'agit de Cendres et j'aimerais simplement vous en parler. En toile de fond d'ailleurs, ce jeu va me permettre peut-être une prochaine vidéo, je vous en parle tout de suite. Allez, dans le désordre, peut-être comment appréhende-t-on le jeu de rôle 20 ans, 30 ans ou 40 ans après? Y a-t-il des modes dans celui-ci, des manières de présenter, des lignes éditoriales qui évoluent et peut-être que nous-mêmes, nos goûts évoluent? Bon, ça va être une grande question de toile de fond. J'aimerais faire un mini dossier là-dessus à venir sur la chaîne. Bon, pour l'instant, allez, je me suis égaré. Pour l'instant, c'est Cendres de Stéphane Chapuis. On va d'abord découvrir le livre, voir tous ses petits défauts et 20 ans après, à quel point ces défauts peuvent-ils être pardonnés, gommés, modifiés. Et puis, ce jeu de rôle ne se suffit pas tout seul. Je vais bien devoir vous parler de l'écran, mais surtout, bien sûr, du supplément à l'écran qui permet de compléter le livre de base. Allez, je vous en dis pas plus. On feuillette tout ça, ça nous permet de la critique. Et après, justement, il y a l'espace où on résume tout avec une grosse critique. Et c'est tout de suite. Alors, remettons les choses à l'époque, c'est-à-dire que ce livre paraît en 2002, et en 2002, avoir un ouvrage en format A4, cartonné, une petite maison d'édition, un livre, waouh, en couleur, bon, jusque la page 80, alors on y va tout de suite, ça y est, et on s'arrêtera là, mais donc une 4 couleurs jusque la page 80, ce livre fait 174 pages, on va arrondir à 180, ça termine tout de suite par une fiche de joueur, tout de suite fiche de PJ, voilà. C'est du beau travail, dis donc, du très très beau travail, petit éditeur, et on peut saluer 20 ans encore après, ce travail éditorial, c'est joli, ça présente très bien, l'illustration d'ailleurs est très très belle. Et les illustrations intérieures sont pas mal du tout, certaines sont en meilleures, je dirais, que d'autres, mais ça c'est logique. Ce ne doit pas être les mêmes illustrateurs d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié. Donc le sommaire divisé en 3, ça c'est à la mérite de la clarté aussi, univers, règles, scénario. Tout de suite, vous dire qu'il y a 2 scénarios à l'intérieur. Bon, très 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 bien. Univers, donc on commence à la page 5 et on voit quelques chapitres. Pour les règles, c'est pareil. Je tourne l'ensemble et vous voyez, d'ailleurs je le disais, les illustrations sont un peu inégales. Bon voilà, là on a une scène un petit peu apocalyptique, des immeubles complètement penchés, mais une illustration qui n'est pas tout à fait de la même qualité que celle-ci. Mais pourquoi pas? Tout de suite, on apprend des choses sur notre monde post-apocalyptique, car il s'agit bien de cela. Et je dirais même que c'est un monde post-apocalyptique, mais bien lointain, puisque nous sommes 80 ans après une chute d'une comète et l'hiver nucléaire, enfin oui, l'hiver polaire en tout cas, qui s'en est suivi. Pendant une dizaine d'années. Donc je pense que tout le monde est mort, mais en fait ce n'est pas le cas. Bon, comment le monde va renaître après cette apocalypse? Donc d'une période de 70 ans post-apocalyptique, après l'apocalypse, eh bien ça je vous laisse deviner, je vous laisse découvrir. On le voit tout de suite d'ailleurs, enfin de laisse deviner, l'attente ne va pas être très longue. Voilà, nous avons une carte de l'Europe et nous remarquons tout de suite que cette carte de l'Europe est parsemée entre des États qui sont peut-être un peu plus importants, la communauté européenne restaurée, une Allemagne restaurée, la Die Fédération Europa, je ne sais pas si c'est bien prononcé, on retrouve donc des zones ici, République de Bretagne, Excoal Erenua, peut-être du basque d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Novia Ukrainia, tiens donc, bon, soit. Paris englobé, Orléans, Saint-Malo, Rennes, Angers, Poitiers, ok, très bien.
Bah écoutez, très bien, on va, pourquoi pas, après tout, des endroits, des îlots de civilisation où ça s'est mieux passé que d'autres peut-être. L'univers au quotidien, c'est ce qu'on commence à découvrir, comment manger aujourd'hui, etc. 80 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des climats. Dans ce jeu, le climat est vraiment très marqué. Hiver apocalyptique, été caniculaire. Ah, c'est pas vraiment l'apocalypse, en fait, c'est chez nous, ça, non? En tout cas, dans le Nord, c'est comme ça que ça se passe, bien que les hivers sont un peu trop chauds. Bon, allez, je digresse encore une fois. Le voyage des voyageurs, c'est se rendre compte qu'il y a des peuples des routes. Tiens, ça commence à m'embêter un petit peu, je vois une moto en état de marche, mais pourquoi pas, après tout, bon, c'est un choix d'auteur. Oui, on pinaille sur quelques objets, mais on verra que effectivement 80 ans plus tard, certains objets d'électroménager fonctionnent encore. C'est pas le cas chez moi, en tout cas. Mais voilà. Allez, on en parlera plus tard aussi. Bon, en tout cas, il y a des chevaux. Les hommes sont en train de renaître. Il reste une économie. Il y a une économie avec des pièces, avec du troc. On se rend compte que certaines villes, certains villages se débrouillent beaucoup mieux que d'autres. On a des niveaux qui sont allant du 19e, 20e siècle, et puis d'autres à l'époque médiévale. Ce qui, dans un contexte tel que l'Europe, si on a du 20e siècle, on a des voies de communication. Donc ça devrait pouvoir... Allez, ça c'est la liberté de l'auteur. Mais on pourrait chicaner. Vivons une apocalypse pour s'en rendre compte. Donc les tarifs moyens, effectivement, c'est vraiment des illustrations, alors très inégales, hein, on trouve des choses assez rigolotes. J'aime bien le t-shirt Batman sur Madame. Nous avons donc la vie des vrais gens, les habitants du monde des cendres, pour se rendre compte, après cette vie quotidienne, avec des illustrations non dénuées d'humour, des textes dans lesquels on va retrouver différents types de langage. Un langage, je dirais, presque soutenu, encore pas tout à fait, mais presque soutenu, puis un autre plus neutre, voire pour arriver même sur du langage familial. Bon, voilà, ça aurait été bien une harmonisation ou des encarts particuliers. Chapitre 2, les religions d'Europe occidentale. Nous sommes accueillis par une nonne armée d'une mitraillette. Pourquoi pas? On est encore dans cette limite des années 2000. Et on apprend que la religion catholique a bien sûr évolué, tout comme d'autres religions, l'islam, etc. Et chacune des religions a son petit encart, avec plus de domaines pour la religion catholique ici, beaucoup de présentations, et on se rend compte que cette religion se partage en deux obédiences. Nous avons aussi la religion druidique. Nous avons une religion qui serait proche de celle des Tibétains ou bouddhiques. Voici la page pour l'islam. Voici la page maintenant pour les rédempteurs du Seigneur, les autres religions dans lesquelles on retrouve le judaïsme, des groupes chrétiens d'inspiration protestante et quasiment rien, orthodoxe, quasiment rien. Bon, ça aurait mérité un petit nivellement, je pense, mais pourquoi pas après tout. Si l'auteur choisit un centre particulier, en l'occurrence, je crame tout de suite, je vais vous le dire, c'est la Bretagne, eh bien, peut-être parce que cet auteur est peut-être originaire de Bretagne, tout simplement, et ça serait tout à fait logique, eh bien, oui, je comprends effectivement de parler de la religion qui domine dans le secteur géographique donné, et peut-être d'avoir d'autres pistes pour pouvoir jouer. Mais peut-être l'objet d'un supplément qui ne viendra pas. L'Europe des cendres, c'est donc cette grande nuit. Nous sommes au chapitre 3. Bon, pas de souci pour l'instant, vous verrez pourquoi je dis cela. Et puis, comment s'est senti cet apocalypse suivant les différentes zones. Et là, nous avons une carte géopolitique de cette Europe. Tout de suite, je regrette que ça soit aussi tranché entre des zones dévastées et des zones nettes. En tout cas au niveau technologique. Il n'y a pas de voie de communication entre ces zones. C'est bien dommage, visiblement. En tout cas, c'est peut-être un petit peu trop binaire. Voilà. Bon, il y a des bonnes idées, néanmoins, à prendre entre les fédérations d'Europe et toujours de très belles illustrations. On arrive sur le 4, l'ancien territoire français. Notons bien les choses, j'adore cette illustration qui me fait beaucoup rire de ce monsieur jouant de la pétanque avec une grenade ici, avec plein de petits quadrillages à fragmentation. Et ça c'est trop amusant. Enfin voilà, à la fois ce livre, c'est à la fois un livre qui se veut sérieux, mais aussi bien sûr entaché, entaché on pourrait dire de petites taches d'humour par-ci par-là, mais
tellement agréable, une bonne petite respiration. Il est vraiment très beau, hein, très très beau ce livre. Bon, on a la région de Bordeaux, le royaume basque, que voilà, le Fuscal Ereilina. Nous avons Toulouse avec une croix occitane complètement modifiée, de grandes illustrations. Et puis on va retrouver donc les précisions, les endroits, l'alliance collectiviste de Bourgogne. Non, ils ne passeront pas, me fait beaucoup rire. De tous unis contre la contre-révolution. J'adore cette illustration. Et je vous la montre un peu plus près. Hop, on va modifier un peu le zoom. Regardez, moi j'adore. Je ne sais pas pourquoi, elle est toute simple, mais ce côté communiste me fait... Enfin, voilà. J'aime beaucoup cet humour en fait. J'aime beaucoup l'humour que l'on trouve à l'intérieur. Bon, encore, vous voyez des illustrations qui sont vraiment différentes. Donc il doit y avoir 3 illustrateurs. Allez, je craque, je vais regarder ça tout de suite. Mise en page graphisme, bah oui, voilà, c'est ça. Eric Vandenborg, Hicham et Jérôme Oeynard pour les illustrateurs. Mise en page, excusez-moi. Oh oui, il y en a beaucoup des illustrateurs, si je me suis trompé. Alexis, Anne Rouvin, Céline Hubert, Édouard Cap, Gérald Parel, Hicham, Jérôme Oeynard, Lionel Greschel, Stéphane Torossian et Yara Faye, je pense. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup d'illustrateurs différents, ça se ressent. Chacun dans un style différent, mais chacun dans... Voilà, et la cohésion de l'ensemble de l'ouvrage s'en trouve légèrement ressentie. Angers, Sainte-Suzanne. Oh, il n'y avait pas un château à Sainte-Suzanne, un château, une motte castrale, quelque chose comme ça, il me semble. Bon, je digresse encore une fois. Allez, on continue. Limoges. Mais, qu'est-ce que je vois, chapitre 6? Il n'y a pas de chapitre 5. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas de chapitre 5? Mince, erreur typographique, certainement. Bon, on est avec une petite maison d'édition et il y a des erreurs. Nous sommes dans les années 2000. C'est difficilement compréhensible en 2000, ça l'est encore moins maintenant. Bon, allez, je vous rassure. Malheureusement, dans l'écran de jeu, le chapitre 5 sera présent. Malheureusement ou heureusement. Une région en exemple, la Bretagne, donc voilà certainement la région de référence de notre auteur. Et là, elle est magnifique. Bon. C'est la région dans laquelle on va retrouver la majeure partie des scénarios, c'est la région qui sera décrite, et bien décrite, vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Si vous n'avez pas envie de jouer en Bretagne, ben, il va falloir créer l'invention, et ça c'est certain, nous sommes dans un livre des années 2000, et donc la libre part à l'imagination au bac à sable est très importante. On l'a beaucoup moins maintenant, nous sommes pris par la main, et maintenant on joue souvent avec les scénarios qui sont fournis, et pour les plus passionnés, ben on va commencer à créer nos propres scénarios. Mais très souvent, on se limite, en tout cas c'est ma part, je me limite au scénario du livre, et si vraiment je suis passionné, je vais créer d'autres scénarios pour ce jeu. Ça m'arrive avec les jeux de l'été, mais pas plus loin. Le glossaire, et ce glossaire par contre petit bémol, c'est vraiment très classique, c'est-à-dire que voilà, les hivers sont rigoureux, très rigoureux, aussi la capacité à chauffer les maisons est une condition sine qua non de survie, oui on se doute, autant le problème se pose rarement dans les fermes qui sont équipées depuis des lustres de cheminée, autant dans les maisons réhabités, qui ne sont pas munis, on a bien été obligé d'en construire. Bon, voilà, on arrive sur des choses un peu classiques, on est sur de la survie et on retrouve des choses un peu classiques sur voilà, dans une vie qui serait peut-être 80 ans, ça me fait beaucoup en fait. Ça, voilà, il y a des choses qui sont dites, qui me paraissent beaucoup. Les hommes se sont certainement beaucoup mieux adaptés en 80 ans. Enfin, on l'a pas vécu, je sais pas. Allez, la partie règles, ça m'intéresse. La création de personnages est très particulière. Vous allez créer un personnage avec des compétences, des relations, des compétences, surtout des compétences et du savoir-faire. Et cela en fonction de son âge. C'est-à-dire, plus vous êtes âgé, plus vous savez faire de choses. Ok, il y a une certaine logique, il n'y a pas de souci. Je vais créer donc un personnage, allez, je vais créer un personnage jeune, dans un monde post-apocalyptique, est-ce vraiment raisonnable? Un personnage âgé, est-ce raisonnable? Est-ce que je suis limité avec l'âge? Eh bien non, pas du tout. Et ça, c'est peut-être un problème. Je ne suis pas limité avec l'âge. Autant créer un personnage âgé, avec plein de compétences, si je veux optimiser celui-ci. Ça sera au MJ à faire une petite marque, dire bon stop là, pas plus âgé que telle année, parce qu'en fait au-delà l'espérance de vie il n'y en a plus. Voilà.
mais si vous n'avez pas ce genre de contraintes, vous passez à côté de quelque chose. Alors oui, c'est d'autant plus dommage. Enfin, vous avez classiquement des caractéristiques au nombre principal, 4d6 par caractéristique, où vous répartissez des points. Il y a 100 points à répartir pour pouvoir les attribuer. Nous avons des caractéristiques qui sont des caractéristiques de personnalité. Vous avez 5 sens, d'autres caractéristiques, etc. On a une méthode simplifiée, on a une méthode simulationniste, on va retrouver ça dans notre jeu. C'est plutôt assez intéressant. Alors on y va sur les caractéristiques, donc comment utiliser celles-ci avec les points à répartir. Donc 6 caractéristiques: social, mémoire, adaptation, calme, volonté, présence. 7 caractéristiques principales: force, dextérité, vivacité, constitution, analyse, institution et mental. 100 points à répartir, ici 4d6 et beaucoup moins de points. Je crois que répartition des points c'est ça, 85 points. Avec 5 sens, vue, oui, odorat, goût, toucher, bon jusqu'à là tout va bien, et puis répartition de points, pas de répartition de points, seulement un tirage aléatoire qui est un tirage de 1d6. Donc pour chaque sens, institution plus 3, moins 1d6. Allez, c'est parti, on y va. Ok, bon, caractéristiques, on peut considérer qu'en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez créé votre fiche avec les caractéristiques, petite description pour chacun, constitution, etc. Bon, pas beaucoup d'importance sur un jeu ancien comme ça. C'est original, sans beaucoup plus, ça fonctionne bien. Il faut savoir que le jeu fonctionne avec un système qui est le système des 20. Donc assez classiquement, vous faites des 1, c'est tout bien, vous faites du 20, c'est raté à l'époque avec ce système. Donc par rapport avec votre jet de D20 opposé donc à votre caractéristique, avec éventuellement votre caractéristique avec des bonus, des malus, et puis on compare avec le jet. Ok, super. Si on a un écart de 10 points, et ben super aussi, on réussit à faire des choses un peu critiques, un peu particulières. Soit j'arrive à porter un très beau coup au combat, soit par contre je me vautre lamentablement dans une flaque de déchets radioactifs, et c'est une horreur pour moi. Ok, système simple à prendre en main, efficace, mais qui va se complexifier avec certaines demandes de l'auteur. La communauté d'origine, celle d'où vous venez, ça peut être un village totalement retiré, ça peut être une communauté agricole qui soit un peu plus importante, voire même une ville telle que Rennes. Vaut mieux peut-être jouer des personnages qui ne connaissent pas le monde pour le découvrir au fur et à mesure, parce qu'il y a quelque part de secret que l'on retrouve essentiellement dans le add-on. Des avantages, des avantages physiques ou des avantages, être très beau, ambidextre, ou alors avoir des allergies, ou être moche, très moche, tête de truand sont des désavantages ou des avantages suivant les personnages. Le vécu, bon, bien sûr, il faut avoir un vécu dans votre caractère. Est-ce que vous êtes plutôt prédisposé au baston ou pas ? En sachant que dans ce jeu, vous allez avoir de l'équipement, on va y aller tout de suite, peut-être, après connaître les techniques du passé, etc. Et donc voici nos compétences, chimie, botanique, donc, plus vous vieillissez, plus vous en avez, vaut mieux faire des personnages vieux, sensoriels, force. Voici la table d'équipement, donc avec des tables, vous allez tirer, vous avez peut-être de la chance, vous allez peut-être avoir un beau t-shirt, un t-shirt d'avant en bon état noir avec un personnage de dessin animé plein de couleurs. Waouh, la classe. Pull vert, etc. Vous allez avoir votre fiche d'équipement. Pour les armes, par contre, là, vous n'en avez pas deux, mais une seule arme. Vous arrivez, vous démarrez en étant bourrin. Oui, ça c'est clair. Par contre, dans les armes, petit regret, ici dans le livre de base, tout ce qui serait les armes un peu plus logiques, arc, arbalète éventuellement, donc des arcs qu'on pourrait bricoler, des choses qu'on pourrait fabriquer lorsque les munitions devraient commencer à devenir rares. Eh bien, voilà, c'est ce qu'on devrait trouver le plus. Or, Saint-Étienne fournit des armes. Oula, donc il y a un niveau technologique suffisant. Ouais, c'est pas... Bon, allez, on arrête de faire la cohérence. Les actions, et là on va commencer à se trouver entre autres dans les combats, et c'est là où ça commence à dériver. Je trouve le système de combat un peu plus compliqué, un peu trop compliqué, notamment sur l'initiative qui n'est pas au point. L'initiative, grosso modo, allez, le premier qui porte le coup est le premier qui porte le coup. Et ben voilà, ça commence mal. Plus précisément, celui qui attaque en premier n'est pas forcément le plus rapide, mais celui qui prend en premier la décision. Alors d'un côté, on a un jeu avec des tables d'équipement et peut-être même dans certains points très simulationnistes.
Et de l'autre initiative, ben, vous tapez, vous tapez. Placez-vous bien, vous allez pouvoir taper. Vous allez avoir des avantages en combat. Oui, on aurait voulu un peu plus de profondeur quand même. Ça c'est sûr. En tout cas un équilibre au niveau du choix. Soit on est plus narratif, soit on est plus combat. À la table, ça risque de créer des situations de malaise parce que ben, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas trop comment on joue. Et passer les premières parties, ça va bien se passer, c'est certain, mais il faut y arriver. Voilà. Alors, table, vous voyez, le côté simulationniste, le voici. Nous avons une table de localisation des coups. Je me souviens sur Warhammer, on avait bras droit, bras gauche, torse, tête et les jambes. Bon, ben là, vous avez comme des points avec, ici, des impacts, etc. Avec des blessures à la tête, par exemple. C'est la blessure numéro 3 à la tête. Donc, 3, on arrive, 1, 2, 3, ici, à cet endroit. C'est objet, donc blessure à la tête, objet sur les vertèbres, ok. Sur les mâchoires, ok. Et numéro 3 sur les vertèbres. Bon, j'avoue que j'ai pas tout bien compris, mais après je suis pas très bon en anatomie, mais enfin l'anatomie de la tête tout en haut, moi les vertèbres je les voyais effectivement au niveau de la tête, mais peut-être à la base du cou, enfin... Bon, je suis pas très fort non plus, il y a peut-être des choix, il y a des surprises. Et on va en retrouver d'ailleurs même aussi sur les armes. On va retrouver par exemple des armes qui utilisent des munitions, alors on chipote là, hein, mais le côté simulationniste le veut. Et puis pas forcément compatible entre elles, etc. Alors, certains calibres, hein. On pourrait par exemple avoir des calibres avec... mais comment avoir encore autant d'armes dans ce monde post-apocalyptique 80 ans plus tard. Donc voici pour ceux qui aiment les armes, la simulation, les pistolets, les colts, enfin les revolvers, des fusils de chasse. Bon, je ne connais pas forcément trop bien les noms, mais on a quand même de quoi se faire plaisir. S'il y avait quelques incohérences que j'ai pu relever de ci, de là, mais vous voyez, il y a vraiment de quoi, et des balles, vous en avez aussi, hein. Alors voilà, ça ne me parle pas beaucoup, des fusils de chasse, etc. Alors, voici maintenant la partie des scénarios. Il y a deux types de scénarios. Nous avons un scénario, donc un groupe de personnages de tout type, qui se trouve ici dans une ville de Pripyat. Ça m'évoque légèrement la ville qui se trouve à côté de Tchernobyl, Pripyat. Bon. Et donc avec des rumeurs, donc où les bons, les brutes et là, voilà, des chiens dans un jeu de quilles pour le scénario. Vous allez donc enquêter, vous allez chercher, et nous allons trouver un autre scénario complètement différent, donc avec des personnages, il y a beaucoup de roleplay, ça pourrait être sympathique. Donc c'est un scénario qui s'appelle Chasse et Croisée, qui est plus action celui-ci, là on est plus investigation, là on est plus action. Donc le grain de sable, donc on va utiliser nos flingues, peut-être, on est toujours dans cette région de Bretagne. Donc deux scénarios dans un livre de base, c'est bien, mais malheureusement, devrais-je vous dire, bon, c'est pas les scénarios les plus transcendants que je n'ai vus. Voilà, c'est mal inspiré, je trouve, par rapport à l'univers qu'on pourrait s'éclater, en fait, hein, sur du post-apocalyptique. Voici Cendre, donc la fiche de personnages. On va retrouver donc les différentes compétences, des caractéristiques, hein, vous voyez, on retrouve force, sociale, vue, esquive, etc. Je ne vous ai pas parlé d'esquive. Donc les principales caractéristiques, les points à répartir. Ici les compétences, pas beaucoup de surprises. On a des points donc à répartir, donc on va avoir des niveaux. Ici matériel, ce fameux matériel, on a les vêtements, le matériel, nourriture, transport animaux. Je l'ai vu nulle part, les animaux. Il n'y a pas de bestiaire d'ailleurs. Il n'y a pas de bestiaire là-dedans. C'est-à-dire que vous affrontez que des êtres humains, il y a des tables de localisation de coups, mais pour tout ce qui est bestiaire, voire bestiaire mutant ou autre, que sais-je, il n'y en a pas. Un petit point négatif aussi. Alors maintenant, continuons. Et regardons ensemble donc l'écran. Moi je trouve très joli cet écran. Bon, on est toujours pareil, hein, cet aune des années 2000. Là les écrans comme dans les années 90, du format A4, c'est la feuille pliée en 4 en fait. Un peu plus cartonné, pas beaucoup, hein. Là il va falloir maintenir votre écran avec différents éléments. Ça peut être ordinateur, ça peut être des supports on va dire, en sachant qu'il est assez souple. Oh, alors oui, on peut dire quand même qu'il est très beau. Voilà, je le trouve très joli, très bel écran, très inspirant, très sympa. Maintenant, quand je le retourne, je fais gloops, mais à quoi ça sert? Alors la bande du haut, déjà, on va peut-être la trouver, toute cette bande ici, aucun intérêt. Donc ça c'est un peu d'espace. Et puis cette carte, mais pourquoi faire?
Voilà, pourquoi faire? Puisqu'en fait, apocalyptique, ben, par définition, se déplacer est difficile. Au niveau du climat, on voit tout de suite qu'on a une zone blanche tout en haut. Voilà, mais à part ça, ok. Les dégâts, les munitions, les protections, dégâts des armes de contact. Petite table qui peut être bien. La table de localisation des coups, vu l'univers simulationniste, ben, c'est pas mal de le trouver. Blessure à la tête, blessure au bras, blessure au corps, blessure à la jambe. Ok, effectivement, on va chercher la simulation. Si vous voulez modifier le système de combat, ce qui ne serait pas forcément un mal, eh bien, vous allez vous passer de l'écran, si ce n'est l'illustration. Voilà, ça c'est dit. Bon, allez, donc on comprend que l'écran, outre sa beauté esthétique indéniable, mais par contre plus du tout dans les critères actuels, eh bien, cet écran ne vous servira pas à grand-chose, moins j'ose espérer. Qu'est-ce que je vois? Nouvelle règle et quelques tableaux utiles ou amusants. Oui, ok. Bestiaire, ça y est, le voilà le bestiaire du monde des cendres. Et page 11, le mystère caché sous la cendre, le chapitre secret de cendre. Ça y est, ça c'est notre chapitre 5 quasiment sûr. Scénario, les seigneurs de rouille et fiche de PNJ et nouvelle fiche de personnage. Ben, ça ne sera pas un mal, la nouvelle fiche de personnage. On commence d'ailleurs par elle, tout de suite. Allez, voyons voir. Et mince, ça a l'air d'être la même. À peu de choses près, on retrouve nos caractéristiques, on retrouve nos compétences. Qu'est-ce qui aurait changé? Peut-être quelques détails. Bon, pas grand-chose. Assis ici, communauté d'origine. On retrouve notre matériel. Tiens, transport et animaux, ça y est. Ferraille, nourriture, n'y était pas. Il me semble, en tout cas, les armes blanches, armes à feu, armes blanches, ça y est, nous retrouvons enfin des armes blanches et pas uniquement des armes à feu. Bon, ça m'a l'air d'avoir été complété tout ça. Voyons voir les feuilles de PNJ, ok, bon, petite aide bien pratique pour le MJ, tout de suite un petit zoom dessus, voilà, bon, oui, c'est du saupoudrage. Par contre, le reste ne doit pas être du saupoudrage pour pouvoir relever le livre de base, en tout cas pas lié au manque, et je crois que c'est vraiment le point qui va bien. Les explosifs ici, bien, ah ben voilà nos arcs et nos arbalètes, les voici, vous voyez, donc c'est assez rapide, ça présente rapidement donc les arcs et ensuite les arbalètes avec leurs caractéristiques, le poids de 4 kg, les 80 livres, 80 mètres, de pénétration, les chocs, etc. Bon, enfin, un point qui manquait, qui est vraiment nécessaire. Un point intéressant, c'est les infections des blessures. Parce que dans un monde de ce type-là, je pense que la première plaie doit être peut-être mortelle. Donc ça peut être bien. Effectivement, de ne pas être binaire, je meurs, je vis. Et d'avoir des choses qui vont bien, avec des maux, des pustules, des parasites, ça c'est un plus. Table des chevaux, ça c'est bien aussi. Exemple de véhicule, bref, il y a encore beaucoup d'essence, vous croyez, 80 ans plus tard. Enfin, depuis en activité pour extraire de l'essence pour pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas si l'essence a une date de péremption, mais 80 ans plus tard, ça me paraît quand même pas mal étrange. Table aléatoire indicatif de climat, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, si on veut avoir des contrastes météorologiques. Ça peut être très intéressant. Voici enfin notre bestiaire du monde des cendres. Et malheureusement, pas de bestioles mutants, si ce n'est quelques prédateurs sauvages, des gloutons, animal dangereux dont on ne connaît pas grand-chose. Vous allez avoir des termes, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du vocabulaire, des termes utilisés qui seront, comment dire, adapté, du jargon quasiment en fait, mais 80 ans plus tard c'est normal. Je pense par exemple aux raiders, qui se trouvent être des personnes qui vont faire des raids. Bon, mais ça c'est très bien ça en fait. Table de rencontre des animaux sauvages, les canidés, les loups, les ours bruns, ok, des lynx, bon, des loups cerviers peut-être, plus gros félins, ok, ok pourquoi pas. Bon, chapitre 5, le mystère caché sous la cendre, zone spéciale MJ, vous ne devez pas connaître normalement le secret. Allez, petit spoil rapide. En fait, le secret, c'est que c'est bien une comète qui est tombée. Il y a eu des choses très étranges qui se sont déroulées. Et en fait, on lève le voile et on sait que là-dedans, il y a eu un double effet suite à cette comète qui s'est fragmentée sur Terre, détruisant tout de la même manière, un peu équivalente. Et puis, surtout, en fait, il y a un système surnaturel qui apparaît, un petit peu comme une vapeur dans laquelle vous allez pouvoir vous nourrir avec des personnes qui vont évoluer. Donc, voici nos fameux mutants, nos humains mutants.
Mais il est bien dit que vous ne devez pas le savoir. Donc ce qu'on appelle la fusion, les fusionner, et avec des injections, cette substance fluide qui se forme immédiatement après la mort d'un fusionné, qui entre dans le sorvolet de la première vertèbre cervicale, et il reste 40 minutes, puis refusionne, se dissipe, etc. Et donc vous allez acquérir des mutations auprès de personnes fraîchement mortes, et puis peut-être en chercher d'autres. Voilà. C'est pas loin du système un petit peu Highlander. Je ne sais pas si vraiment ça apporte quelque chose au jeu. Pourquoi pas, puisqu'en fait on le retrouve un peu dans Vermine, ce genre de mutation. Ça apporte quelque chose au jeu. Là, ça pourrait apporter aussi. Ça a l'air d'être comme si en fait le livre de base, l'auteur s'était dit mais j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Allez, on met tout dans l'écran. Voilà. Donc, ce qui fait que l'écran est totalement important pour pouvoir jouer et pleinement exploiter. Alors, est-ce que vous allez exploiter ou pas ce système? Je n'ai pas joué, donc je ne sais pas s'il donne vraiment corps et âme à Cendre ou si le système par lui-même se suffit. Avec quelques adaptations, c'est du bac à sable des années 2000, il faut adapter. Donc, quelques pouvoirs étranges en termes de règles avec les injectés, les fusionnés, etc. Et puis maintenant, le scénario, les Seigneurs de la Rouille, il est meilleur que les deux présents dans le livret. Donc, scénario qui se déroule n'importe où en Europe, intéressant de situer en Bretagne, bah oui, bah, tiens, au cas où, et cohérence avec les autres scénarios du livre de règles. Ok, parce qu'il y a quand même pas mal d'idées. Hein. Et puis on retrouve donc les communautés, cette fois-ci ce sont des communautés entre la Sainte Église catholique apostolique et la Nouvelle Ère. Et donc on va retrouver l'influence de la religion dans le scénario. C'est une approche originale. Le scénario n'est pas forcément le plus original qui soit par contre. Mais c'est une approche originale et ça c'est sympa avec cette communauté, avec les chanoines, les habitants. On est plutôt dans un bourg, un endroit assez restreint et il y aurait moyen de faire des choses. Parce qu'on aime bien être dans des endroits un petit peu cloisonnés. Et là, il y aurait moyen de faire des choses. Et je trouve que l'exploitation n'est pas encore donnée non plus. C'est pas le meilleur qui soit dans les scénarios. Allez, on va passer tout de suite à la critique de la critique. Et puis, bah voilà, vous aurez tout de cette vidéo. Allez, maintenant tout de suite, critique de la critique. Eh bien, nous y voilà sur la critique de la critique. Ce livre Cendre, pour rappel, datant de 2002, 2004, 2005, 2006 à peu près, hein, on est dans cette première partie de la décennie 2000, ne peut se jouer sans son complément, c'est-à-dire le livret que l'on trouve avec l'écran, parce que les manques ici sont corrigés là. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il manque un chapitre complet dans celui-ci qui est ni plus ni moins que le secret du monde. Vous jouez avec, vous jouez pas avec, mais en tout cas de connaître un petit peu la volonté de l'auteur derrière, c'est intéressant. Donc on trouve ici hein, ce fameux secret sous les cendres. Vous avez en plus le bestiaire. Parce que si vos antagonistes ne sont que des êtres humains, alors hein, l'homme est un loup pour l'homme, certes, mais avoir quelques petits monstres à se mettre sous la dent, c'est pas plus mal. Regret, c'est que ce bestiaire, bah, il n'y a pas de mutation avec ce bestiaire, ça aurait été intéressant d'en avoir un peu plus en fait. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, on trouve quelques espèces qu'on ne connaît pas forcément, ou du moins qui me sont plus ou moins connues. Peut-être qu'elles existent, ça je ne sais pas, mais ça aurait mérité d'avoir un peu plus. Et nous avons enfin, du coup aussi, c'est pas forcément tout à fait anecdotique, nous avons aussi l'utilisation d'armes différentes. Là on est sur les arcs et les arbalètes. Donc ça serait, voilà, c'est plutôt pas mal en fait, parce que arc et arbalète, ça me semble être les armes les plus, je suis pas spécialiste en post-apocalyptique, hein, mais ça me semble être les armes les plus courantes, armes de jet les plus courantes. Si 80 ans après, un univers nucléaire, enfin un univers, hiver nucléaire, on se retrouve démunis. Et l'arme à feu sera peut-être pas aussi fiable. Les cartouches auront peut-être... voilà, ça sera plus aussi fiable. Bon, allez, ça c'est des points de vue personnels. On n'a pas vécu l'apocalypse, je peux pas savoir. Par contre, l'auteur pourrait l'imaginer. Son choix, ça a été de dire que les armes à feu sont effectives, que le monde se relève, les 80 ans après, on arrive sur un monde avec des difficultés de cohérence. Un monde médiéval d'un côté, un monde presque des années 1900 de l'autre, et entre les deux, des grandes réflexions politiques, hein, des grandes bases politiques sans liaison entre ces différents États. Bon,
Voilà, un homme politique aurait envie peut-être d'élargir son État, d'autant plus qu'il y a des zones à prendre. Peut-être qu'il y a des raisons à cela, mais on ne les a pas trouvées. Quoi qu'il en soit, il existe 2 suppléments. Il y a Frontières et Rennes qui sont parus aussi, que je ne possède pas. Et peut-être font-ils la lumière là-dessus. J'ai cru comprendre que Rennes, on restait en Bretagne, parce que la plupart des scénarios sont bretons, en tout cas se passent en Bretagne. Et peut-être que l'on apprend un peu plus sur une ville importante donc de ce qui reste de la France. Pourquoi pas. Frontière, c'est une zone de frontière entre 2 grands États, si je ne me trompe pas, je n'en sais pas plus. Hein, voilà, je me suis vaguement renseigné, je n'en sais pas plus, je ne les possède pas. Mais certainement que ces ouvrages vont être nécessaires pour apporter du contexte et aussi d'autres scénarios. Petit point négatif, ce sont les scénarios qui ne sont pas terribles du tout. Je trouve qu'ils sous-exploitent la capacité que peut avoir ce jeu dans l'univers post-apocalyptique. À la fois pour ces 2 scénarios qui sont variés, hein, pourtant. On a un scénario plutôt d'enquête, un autre scénario plutôt de combat, et un autre scénario qui amène une thématique différente, la thématique de la religion. Donc, le tout dans un huis clos. Donc oui, ça pourrait être bien, mais encore une fois, un petit manque, un petit quelque chose. Et j'ai cru voir que les critiques à l'époque disaient la même chose sur le jeu. Il y a eu 2-3 petits ratés qui ont été préjudiciables, qui ont fait que ce jeu a eu un petit loupé, la très bonne idée, le très bon graphique, tout ce qui allait bien, et puis 2-3 petites choses qui ont loupé, qui ont fait que la marche n'est pas forcément tout à fait faite, mais qui pourraient être corrigées du coup. Alors pourquoi pas effectivement imaginer une réédition de Cendres avec beaucoup de corrections et faire un pendant à Vermine 2047 qui est extraordinaire. Eh bien, mais c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Donc, petit message à Monsieur Chapuis, si vous sentez encore le courage, 20 ans plus tard, de reprendre ce jeu, il y a véritablement un beau potentiel. Et 20 ans auparavant, ce jeu n'était pas si mauvais que ça en fait. Avec toujours cet aspect bac à sable, en remaniant quelques règles, en étant un peu moins simulationniste sur le combat, en étant un peu plus tranquille dessus, le système sur le D20 était intelligent. Pas mal du tout. C'est un système qu'on retrouvait assez souvent à l'époque. Hein. Vous avez une valeur, vous avez une difficulté, vous lancez votre dé, et puis vous avez moins, vous réussissez, vous avez plus, vous ratez. 20 est un échec, 1 étant une super réussite, et un facteur de 10, pour donc un écart de 10 pour les réussites parfaites, etc. Bon, enfin pour les critiques. Ouais, c'est un système qui pourrait très bien marcher, simplification des règles, et on y va, on fonce. Hein. Voilà ce que l'on peut dire. Donc si vous le trouvez d'occasion, sachez que c'est une source d'inspiration possible. Il peut être trouvable d'occasion pour pas si cher que ça, donc foncez, allez-y. C'était le petit coup de cœur, le jeu sur lequel je voulais en parler, parce qu'il y a tellement de possibilités derrière, et que pour une dizaine d'euros, il y a moyen de faire quelque chose, parce que vous allez certainement le trouver d'occasion. Et si vous l'avez dans votre bibliothèque, c'est l'occasion de le ressortir et de faire 1 ou 2 parties totalement différentes avec vos joueurs. En tout cas, du jeu de rôle post-apocalyptique, ça valait le coup d'en parler. Voilà, il est temps de se quitter et à bientôt. Salut les joueurs!